Dans cette vidéo, nous ferons la découverte du link signal, une nouvelle primitive qui vient enrichir la boîte à outils des signaux. L'objectif de cette vidéo est de montrer à travers des exemples concrets comment utiliser les lignes signal, mais surtout quels problèmes ils permettent de résoudre et pourquoi ils ont été créés. Et tout cela en explorant différents cas d'utilisation. Pour mieux comprendre l'intérêt des lignes signal, nous allons passer par l'analyse de deux mises en situation. Pour la première mise en situation, nous allons supposer que nous développons une application de e-commerce et que sur l'une des pages de cette application, nous disposons d'une interface qui nous permet de sélectionner un produit, de modifier sa quantité et puis de l'ajouter au panier. Pour le développement ou l'implémentation de cette interface, on nous demande de respecter certaines contraintes. À savoir, lorsqu'on vient la première fois sur la page et qu'aucun produit n'est sélectionné, que cette quantité soit égale à 0. Ensuite, lorsque l'utilisateur sélectionne un produit dans cette liste, la quantité doit être à 1 par défaut. Et ensuite, lorsque l'utilisateur modifie cette quantité et qu'ensuite le produit sélectionné change, c'est-à-dire qu'il choisit un autre produit, donc on doit remettre cette quantité à 1 par défaut. Donc tout cela est traduit par l'animation que nous avons ici. Donc on vient sur l'interface, la quantité est à 0. On sélectionne un produit, donc la quantité revient à 1. On modifie la quantité, on sélectionne un autre produit, on voit que la quantité est remise à 1. Déjà, en procédant à l'analyse des éléments d'information que nous avons, on remarque qu'il y a une relation de dépendance entre le produit sélectionné et la quantité. Parce qu'on nous dit qu'à chaque fois que nous modifions le produit sélectionné, que nous devons remettre cette quantité à 1. Donc, on note une relation de dépendance entre les deux. Donc, on peut dire que la quantité est fonction du produit sélectionné, tout en ayant la possibilité de pouvoir modifier manuellement à travers ces boutons la quantité du produit sélectionné. Donc, en supposant que nous stockons ces deux valeurs dans des signaux, ce qui nous vient tout de suite à l'idée, ou ce à quoi on pourrait penser lorsqu'on parle de dépendance entre des états, c'est les computed signal, puisqu'on voit ici que la quantité dépend du produit sélectionné. Mais si nous procédons à l'implémentation naïve de cette façon, donc ici, on suppose par exemple que nous avons le produit sélectionné qui est stocké dans un signal, donc la valeur serait modifiée automatiquement à chaque fois que le produit sélectionné change. Donc disons ici que nous faisons dépendre la quantité du produit sélectionné. Donc l'idée derrière, c'est que à chaque fois que le produit sélectionné change ici, l'ID du produit sélectionné change ici, donc on réinitialise cette valeur la mettant à 1. Et la première fois qu'on vient sur la page, vu que la valeur est nulle ici, donc lorsqu'on fait cette évaluation, la condition ici ne sera pas vérifiée, elle sera false ici. Donc la valeur sera à 0 par défaut. Donc avec ça, cela nous permet de répondre aux besoins que nous avons ici, à savoir, lorsque nous venons la première fois sur la page, que la valeur soit égale à 0. Et lorsque nous changeons le produit, que la quantité soit égale à 1. Mais lorsque nous nous référons maintenant à l'incrémentation et à la décrémentation de la quantité, lorsqu'on va essayer de procéder à cette implémentation, on va se heurter à cette erreur. C'est-à-dire que, vu que le bouton d'incrémentation va permettre de modifier la quantité du produit, or, la quantité du produit, nous l'avons définie ici comme un computed. Donc, cela veut dire que lorsqu'on va essayer de faire le update, donc la mise à jour ne pourra pas marcher parce que les computed sont des read-only signals. Donc, ce qui nous donnera l'erreur que nous avons ici. Et c'est pour pouvoir résoudre ce problème que les link signal ont vu le jour. Donc, pour résumer, nous pouvons dire que les link signal, ce sont des signaux calculés, c'est-à-dire des computed, qui sont dotés de la fonctionnalité d'écriture. C'est-à-dire qu'on pourrait modifier leur valeur au besoin. Donc, on peut dire que ce sont des sortes de writable computed signal. Donc, si nous revenons à notre problème de tout à l'heure, donc on peut le résoudre en remplaçant le computed signal par un link signal. Donc, nous avons ici un extrait de code qui permet de résoudre le problème de tout à l'heure et qui nous permet en même temps d'avoir une idée de comment les lignes signal fonctionnent, leur syntaxe et tout. Donc, si nous prenons le code que nous avons ici, donc on reprend avec le signal qui représente le product ID. Nous avons la quantité qui n'est plus un computed, mais qui devient un link signal, c'est-à-dire un signal
qui dépend d'un autre signal, mais qui a la possibilité d'être modifié. Donc, pour créer un link signal, il nous suffit d'utiliser le factory link signal qui prend en paramètre les options. Donc, les deux options importantes ici, c'est la source et le computation. Donc, la source nous permet d'indiquer le signal dont nous dépendons. Donc, ici, on voit que le quantity dépend du selected product ID, qui est le signal représentant le produit sélectionné. Donc, le computation, c'est là où nous décrivons la façon dont c'est ici que nous décrivons où nous mettons notre fonction de calcul. Donc, c'est le computation, donc c'est la fonction de calcul qui va se baser sur la valeur que nous avons déjà récupérée ici. Donc, il faut noter que cette fonction prend comme paramètre la source. Donc, la source, dans ce cas, représente la valeur qui est détectée ici. Donc, à chaque fois que cette valeur change ici, elle sera passée à notre fonction de computation ici. Donc, ce qui nous permet de calculer le nouveau état ou la nouvelle valeur du signal que nous avons ici. Donc, ça veut dire ce que nous avons écrit ici permet d'indiquer que nous dépendons de ce signal et qu'à chaque fois que cette valeur change, nous vérifions si la valeur elle est true, donc nous donnons la valeur 1 à notre nouvelle quantité. Donc, true, ça veut dire qu'au moins il y a un produit qui a été sélectionné. Si aucun produit n'est sélectionné, donc la première fois qu'on vient sur la page, donc cette valeur sera égale à 0, ce qui nous permet d'avoir l'interface comme nous l'avons ici. Donc après cela, ce que nous avons fait ici, c'est on pourrait faire la même chose avec le computit, mais le plus que nous avons, c'est que nous avons maintenant la possibilité de pouvoir modifier la valeur de ce signal au besoin. Donc c'est le plus que nous apportent les lignes signal. Donc on a vu précédemment ici qu'on ne pouvait pas faire le update au niveau des computits, mais maintenant que nous avons un ligne signal, nous pouvons faire cette mise à jour. Donc ici, nous avons l'implémentation de la décrémentation et l'implémentation de la décrémentation, de l'incrémentation. Donc on fait juste une mise à jour en ajoutant chaque fois une valeur pour augmenter la valeur. Et ici, on fait une petite vérification pour vérifier que lorsqu'on décrémente, qu'on ne soit pas en dessous de la valeur de 0. Concernant le second cas permettant d'illustrer l'intérêt des lignes signal, nous allons supposer que nous développons une application pour un fournisseur de serveurs VPS et que sur l'une des pages de cette application, nous disposons d'une interface permettant à l'utilisateur de choisir à partir d'une liste de systèmes d'exploitation qu'il a préalablement ajouté à son favori, le système d'exploitation installé sur son serveur VPS. Donc, à chaque fois que l'utilisateur choisit le système d'exploitation, donc on lui affiche les informations ici pour lui donner une idée du système d'exploitation qu'il va installer sur son serveur VPS. Donc, nous avons également la possibilité, à partir de cette interface, de mettre à jour la liste des systèmes d'exploitation ajoutés aux favoris. Donc, en cliquant sur l'une des corbeilles ici, on supprime le système d'exploitation en question, c'est-à-dire à côté duquel nous avons la corbeille qui sera supprimée de la liste des favoris. Donc, l'idée ou la contrainte qu'on nous demande de mettre en place lors de cette implémentation, vu que l'utilisateur a la possibilité de supprimer les systèmes d'exploitation de cette liste, c'est que la contrainte, c'est que lorsque l'utilisateur sélectionne ici un système d'exploitation et qu'il supprime ensuite le système d'exploitation sélectionné de la liste ici, nous devons mettre à jour son choix en lui sélectionnant le premier système d'exploitation de la liste ici. Mais lorsqu'il sélectionne un système d'exploitation ici et qu'il supprime un système d'exploitation de cette liste et que le système d'exploitation déjà sélectionné existe toujours dans cette liste, donc on lui garde son choix tel quel. Donc cela se reflète à travers l'animation que nous avons ici. Donc, nous voyons par exemple que l'utilisateur choisit Windows. Ensuite, il supprime un système d'exploitation de la liste. Donc Windows est toujours gardé. Là, il choisit Debian et il supprime le système d'exploitation de la liste. Donc on voit que par défaut, c'est le premier système d'exploitation qui sera pris. Donc on voit ici encore une fois l'animation reprendre. Donc il choisit macOS. Ici, on supprime macOS. Donc c'est Debian qui est pris vu que c'est le premier système d'exploitation de la liste. Donc il choisit ensuite Windows. Il supprime un élément de la liste, donc Windows est gardé. Là, il choisit Debian, il supprime Debian. Donc Windows est le premier élément
de cette liste. Donc, c'est le premier élément qui sera gardé à chaque fois que nous supprimons le système d'exploitation déjà sélectionné de la liste. Donc, si nous procédons à l'analyse de ce cas d'utilisation, donc on voit qu'il y a un lien entre la sélection de l'utilisateur et la liste des systèmes d'exploitation qui sont ajoutés aux favoris. Donc, l'idée, c'est que lorsque nous supprimons à chaque fois qu'on met à jour cette liste de systèmes d'exploitation, donc la nouvelle sélection sera fonction des éléments qui se trouvent dans cette liste. Donc, si l'élément préalablement sélectionné n'existe plus dans la liste, donc on prend le premier élément de la liste. Et si l'élément préalablement sélectionné existe dans la liste, donc on lui garde son choix. Donc, pour pouvoir implémenter cela, donc on peut procéder à une implémentation en utilisant les lignes signal. Donc, nous avons ici le un signal qui contient la liste des systèmes d'exploitation ajoutés aux favoris. Donc, on simule que l'utilisateur a déjà ajouté ces systèmes d'exploitation à son favori. Donc, c'est la liste des items. Donc, nous créons ensuite un link signal et nous disons ici que nous dépendons des items, c'est-à-dire de cette liste que nous avons ici. Et que à chaque fois que cette liste ou le contenu de cette liste change, c'est-à-dire lorsqu'on supprime un élément de cette liste, nous souhaitons refaire le calcul pour déterminer le nouvel élément sélectionné. Donc, l'élément sélectionné ici constitue le selected item, donc notre ligne signal. Donc, à chaque fois que cette valeur change, comme nous l'avons vu, donc la source ici, c'est la valeur dont nous dépendons, qui est le signal dont nous dépendons. Donc, à chaque fois que ceci change, donc on réévalue la condition ici pour retrouver la dernière valeur de cet élément. Donc, le select item ici, c'est le callback qui est appelé à chaque fois que l'utilisateur fait un choix. Donc, ce qui permet de modifier selon la condition la dernière valeur sélectionnée. Donc, c'est ce qui nous permet, lorsqu'on change la valeur ici, de faire en sorte que cette nouvelle valeur soit le dernier système d'exploitation sélectionné. Et à chaque fois qu'on supprime un élément de la liste, donc on met à jour la liste des systèmes d'exploitation, ce qui va redéclencher le calcul ici. Donc, si nous nous focalisons sur la partie computation, donc nous avons un code qui se présente comme suit. Donc, ce code nous permet d'avoir une idée de la seconde syntaxe du computation, de la forme longue du computation ici. Donc, on voit ici déjà que le computation peut prendre deux paramètres. Donc, dans le précédent exemple, nous avons vu que cette fonction pourrait prendre comme paramètre la source qui représente l'élément ici et dont la valeur change et qui redéclenche le calcul ici. Donc, on voit ici qu'en plus de la source, nous avons un second paramètre qui est apparu dans ce cas, qui est le previous. Donc, dans le précédent cas d'utilisation, nous n'avons pas besoin de ce paramètre. C'est pourquoi nous ne l'avons pas fait intervenir. Mais là, nous avons besoin de cela pour pouvoir faire nos calculs. Donc, la signature complète du computation, donc elle s'apparente à ce que nous avons ici. Ou plutôt, la signature complète des options, donc c'est ce que nous avons ici. Donc, on voit, nous avons une source qui est une fonction qui retourne une valeur. Donc, c'est ce que nous avons ici. Et nous avons le computation qui prend la source qui représente le paramètre qui change ou l'élément dont nous dépendons. Donc, à chaque fois que cette valeur change, donc nous aurons la nouvelle valeur qui sera disponible dans la source ici. Donc, le previous, par contre, il s'agit d'un objet qui contient deux valeurs ou deux attributs. Donc, nous avons le value qui représente l'ancienne valeur et nous avons la source qui représente l'ancienne valeur de la source. Donc, en supposant que la valeur du item change ici, donc on aura dans source la nouvelle valeur de item, c'est-à-dire le dernier changement ou le résultat issu de l'évaluation de cette fonction que nous avons ici, qui sera retournée comme source. Et dans previous, nous aurons à la fois accès à l'ancienne valeur de la source avant ce nouveau calcul ou ce nouveau changement, donc qui sera disponible dans previous.source.
Et dans previous.value, nous aurons accès à l'ancienne valeur qui constitue l'ancienne valeur de l'exécution du computation ici. Donc, c'est la signature complète que nous avons ici. Et le previous nous permet d'avoir des informations sur l'ancienne source et l'ancienne valeur issue de du computation, c'est-à-dire du calcul ici. Donc, si on se réfère au code que nous avons ici, ce que nous essayons de dire à travers ce code Angular, c'est que à chaque fois qu'il y a un changement ou une modification de la taille de cette liste, ce que nous souhaitons faire, c'est de vérifier si l'ancienne valeur sélectionnée ici existe toujours dans ce tableau. Donc, si cette valeur existe dans le tableau, donc on garde notre sélection telle qu'elle, c'est-à-dire qu'on ne change rien. Mais si cette valeur n'existe plus dans le tableau, donc on prend le premier élément de la liste. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Donc, on récupère l'ancienne valeur, on vérifie, on récupère le previous, on récupère sur le previous l'ancienne valeur, on vérifie s'il y a eu une sélection. Donc, on prend ensuite notre nouveau tableau après la modification, c'est-à-dire après la suppression. On vérifie si ce tableau contient l'ancienne valeur qui était déjà sélectionnée, qui est ça, qui est ça. Donc, si cette valeur existe dans le tableau, donc on retourne simplement à cette ancienne valeur, c'est-à-dire la sélection qui était déjà en place. Mais si ce n'est pas le cas, donc d'un coup, on sort de cette condition, donc tout ce qui est ici ne sera pas vrai. Et là, on va prendre le premier élément de la liste. Et dans le cas où nous supprimons tous les éléments de la liste, donc la dernière valeur sera nulle. Donc voilà, et j'espère que ce deuxième cas d'utilisation vous a permis de voir un cas complexe. Donc dans le premier cas, on ne dépendait pas vraiment de l'ancienne valeur. Donc du coup, on avait juste à retourner à 1 à chaque fois que la valeur change. Et dans ce cas, nous dépendons de l'ancienne valeur, d'où l'utilisation du previous ou l'intérêt de l'utilisation du previous dans ce cas. Donc l'intérêt des lignes signal ici, c'est que en plus de pouvoir faire le calcul à chaque fois que la valeur change, nous avons vu que nous avons également la possibilité à chaque fois de modifier manuellement, selon le besoin, la valeur du selected item. Donc nous disposons de la modification en fonction de cette valeur et la modification manuelle. Donc l'intérêt des lignes signal. Maintenant que nous avons une idée claire de l'intérêt du ligne signal et de sa syntaxe, nous allons passer par une implémentation concrète pour voir à quoi cela ressemble dans la pratique. Donc pour cela, nous allons reprendre notre application de gestion de repas et nous focaliser cette fois-ci sur une page permettant la vérification des réductions qui sont appliquées sur certains plats. Donc il faut noter que derrière cette page, nous utilisons Endpoint, dont nous disposons de certaines réductions sur certains produits. Donc il suffit de passer l'ID du produit et s'il y a une réduction qui est appliquée dessus, donc il y a certaines informations qui sont retournées, qui contiennent un seuil d'application de la réduction et un pourcentage donné. Donc, ce qui nous permet d'avoir une interface comme ça. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on sélectionne un produit, quand on modifie sa quantité, donc à partir d'un certain seuil, si une réduction est appliquée dessus, donc la réduction se fera voir ici. Et cette réduction sera appliquée dans le calcul du prix total ou du prix du revient à l'utilisateur en question. Donc, lorsqu'on arrive sur la page et que je choisis par exemple faux ici, il y a le 10e produit dans notre liste. Donc, on voit ici qu'il y a une certaine réduction qui est appliquée à partir de la quantité 5. Donc, ce qui fait que lorsque je prends le produit, je modifie sa quantité. Donc, arrivé à la quantité 5, on voit qu'il y a la réduction qui est appliquée et qui est appliquée sur le prix total. Donc, lorsque je suis en dessous de ça, on voit que aucune réduction n'est plus appliquée sur le produit. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est qu'actuellement, avec l'interface que nous avons, lorsqu'on change de produit, donc on note que la quantité ne change pas. Donc, ceci s'apparente au premier cas d'utilisation que nous avons vu, où il faut sélectionner un produit et modifier sa quantité. Donc, on voit que lorsqu'on change le produit, donc la quantité doit être en principe réinitialisée ici et mise à 1 pour que les calculs se refassent de nouveau. Mais avec notre interface actuelle, donc on voit que la quantité reste telle quelle lorsqu'on change même de produit, ce qui n'est pas bon.
Donc l'idée, pour voir l'utilisation du link signal de l'intérêt, c'est de réaliser cette implémentation de sorte que lorsqu'on change le produit, que cette quantité soit automatiquement initialisée et remise à 1. Donc si on se réfère au code de notre page, donc il s'agit de... Donc si je ferme tout ça, donc nous trouvons sur cette route qui est discount et sur cette route, nous avons ce composant. Donc si nous nous référons à la partie TypeScript, donc il s'agit de la récupération ici de la liste des produits qui nous permet d'afficher cette liste. Ensuite, chaque fois qu'un produit est sélectionné, nous faisons une requête pour récupérer ces informations pour voir s'il y a des réductions qui sont appliquées dessus ou pas. Ce qui nous permet plus tard de pouvoir afficher les informations de réduction ici. Donc ici, nous utilisons des computit pour récupérer la valeur. Nous avons le signal qui représente le produit qui est sélectionné. Nous avons plutôt le repas qui est sélectionné. Donc on fait la requête pour récupérer les informations sur le repas en question. Donc tout cela, ne nous intéresse pas, toutes ces implémentations. Mais ce qui nous importe ici, c'est que nous souhaitons réinitialiser cette quantité à chaque fois que le produit sélectionné ici change. Donc, c'est ce que nous souhaitons réaliser. Donc, actuellement, lorsqu'on vient sur l'interface pour la première fois, la valeur est égale à 0. Lorsqu'on modifie cela, supposons que je fasse ça, donc je veux, à chaque fois que je change le produit, que cette valeur soit réinitialisée. Donc, on voit ici que on peut dire que la valeur de la quantité dépend partiellement du produit sélectionné. Donc, ce qui nous fait penser à un computil ici. Donc, de façon naïve, si on veut réaliser cette implémentation, on peut faire quelque chose comme ça et dire que lorsque nous avons un produit qui est sélectionné, donc le produit sélectionné, on sait que c'est le selected product, plutôt dish ID ici. Donc, en supposant que nous avons quelque chose comme ça. Donc, l'implémentation naïve en utilisant un computed serait de dire que si le produit en question est sélectionné, donc si nous avons ceci qui est sélectionné, donc nous souhaitons retourner la valeur 1 comme nouvelle valeur du produit. Mais si aucun produit n'est sélectionné, que nous souhaitons retourner la valeur 0. Donc ça, c'est lorsqu'on passe par le computit. Mais lorsqu'on fait ça, on voit ici que notre fonction permettant de calculer, d'incrémenter la valeur de la quantité et de le décrémenter, nous avons des erreurs parce que notre quantité est un computit. Et si nous mettons ceci en commentaire, en supposant que nous avons ceci dans un premier temps, donc si on retourne sur l'interface ici et que je modifie la valeur d'un produit, on voit que j'ai la valeur qui est mise à 1 bien ici. Lorsque je fais ceci, donc pour le moment, ça ne fonctionne pas. Et si je change de produit, supposons que je vienne encore une fois, si je choisis un produit, donc j'ai la quantité qui est mise à 1 lorsqu'un produit est sélectionné. Lorsque je viens la première fois, aucun produit n'est sélectionné, la valeur égale à 1. Mais ce n'est pas le comportement que nous voulons. Ça, c'est un comportement partiel, mais l'idée, c'est de faire fonctionner également l'incrémentation, la décrémentation en utilisant ces boutons. Donc, ce qui nous demande de trouver un moyen pour pouvoir faire cette mise à jour de la valeur. Or, la quantité est un computed. Et c'est là, comme nous l'avons vu, que les lignes signal interviennent pour pouvoir fixer ce problème, à savoir nous permettre de modifier un signal qui dépend d'un autre signal ou d'autres signaux. Et cela selon le besoin. Donc, pour corriger cela, il nous suffit de venir ici au niveau de la quantité, de changer ceci et de le transformer en un ligne signal. Donc, pour garder la référence, je vais mettre en commentaire ceci. Donc, je vais juste recréer la quantité comme ça et dire ici que nous sommes en présence d'un link signal.
Et là, je dois préciser maintenant les paramètres. Donc, je vais dire que je dépends de quelque chose. Et ce quelque chose, ça représente pour moi la source. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'autocomplétion ici. Ici, c'est parce que l'élément n'a pas été... Pourquoi je n'ai pas l'autocomplétion? Ok, ça a été importé. Donc ici, je vais indiquer la source. Et notre source ici, c'est que nous dépendons du produit sélectionné. Donc le selected dish ID. Donc je vais dire que je dépends de ça. Et à chaque fois que cela change, je veux refaire un calcul. Quel computation dans ce cas? Donc ici, je peux maintenant préciser ce que je veux faire. Dans notre cas, nous n'avons pas besoin de... Dans notre cas, nous souhaitons juste vérifier si le produit, si un produit qui est sélectionné, faire quelque chose, sinon, retourner la valeur 0. Donc nous avons vu que le computation prend deux paramètres, dont le premier paramètre représente la source. Donc la source, c'est la valeur qui sera, ça représente cette valeur ici qui sera évaluée à chaque fois que ceci change. Donc je disais également qu'il y a une deuxième façon de faire cette notation. Donc on aurait pu faire quelque chose comme ça et créer une fonction qui retourne une valeur donnée. Donc dans ce cas, on l'écrit de cette façon. Donc ceci, c'est l'évaluation de cette fonction. La valeur retournée, c'est ça qu'on aura comme source ici. Donc si on regarde par exemple ici, donc il nous suffit de dire que lorsque notre source est renseignée, donc on peut faire un return directement ici, et dire que lorsque notre source est renseignée, donc on retourne la valeur 1, sinon on retourne la valeur 0. Donc on va voir ce que ça donne déjà. Avec ce changement, on voit que notre erreur ici a disparu au niveau du update. Donc c'est plus le update qui pose problème maintenant, mais nous avons un problème qui vient d'ailleurs. Donc ici, on va voir c'est quoi le problème. Il nous dit que les valeurs 0, ok. Donc ici, on va être explicite au niveau de notre ligne signal. Donc ici, on voit que c'est un signal de number. Donc on va préciser le bon typage ici pour fixer le problème. Donc, on dit ici que notre source, c'est un selected dish ID. Donc, on avait dit que cette valeur peut être soit nulle, soit correspondre à une valeur donnée. Donc, on va dire ici que cette valeur est nulle ou, je vais vérifier le typage, donc nul ou number, ok. Nous allons corriger cela ici. Donc, nul ou number. Et qu'à la fin, nous retournons également un number. Donc, ce qui nous permet de corriger le typage ici. Et lorsqu'on retourne dans la partie concernant l'incrémentation et la décrémentation, on voit que nous n'avons plus l'erreur de typage qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a notre update qui est maintenant disponible, vu que notre quantity n'est plus un computed, mais c'est un link signal, c'est-à-dire un writable signal ou un writable computed. Donc, si on retourne sur l'interface et qu'on refait nos tests, donc lorsque je sélectionne un produit, je modifie sa quantité ici. Je choisis un autre produit, donc on voit que la valeur est initialisée à 1. Et de la même façon, lorsque je viens sur l'interface la première fois et qu'il n'y a aucun produit qui est sélectionné, on voit que la valeur est à 0 ici. Nous allons faire un dernier test, donc je prends le produit faux ici, je sélectionne la réduction, donc on voit qu'il y a une certaine réduction qui est appliquée dessus. Je fais la réinitialisation, on voit que tout est initialisé à 1. Et vu que ce produit n'a pas de réduction, plus de réduction n'est appliquée. Donc voilà pour l'utilisation du link signal à travers ce cas d'utilisation. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo sur les lignes signal. Donc les lignes signal, souvent, personnellement, je trouve que
Son côté complexe, c'est de savoir dans quel cas l'utiliser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté à travers deux cas d'utilisation pour montrer le, dans quel cas il est pertinent de l'utiliser ou dans quelle situation cela peut être intéressant d'utiliser les lignes signal. Donc, lorsque vous avez souvent des états à dériver qui dépendent d'autres états ou d'autres signaux et que vous avez ce besoin d'écriture ou de modifier cet état malgré la dépendance de cet état d'un autre signal. Donc, c'est dans ce cas que il est pertinent d'utiliser les lignes signal comme nous l'avons vu. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager autour de vous afin de permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage et d'améliorer la visibilité de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.